c'est vendredi soir. Dehors, le monde s'active. Vous entendez peut-être le bruit lointain de la ville, les voitures qui passent, des éclats de rire qui traversent une fenêtre mal isolée. Quelque part, des gens se réunissent. Des verres s'entrechoquent. Des histoires se racontent. Mais chez vous, il n'y a que le bourdonnement de vos appareils électriques et le poids de votre propre respiration. Vous regardez votre téléphone. Aucune notification. Aucun appel manqué. Personne ne demande où vous êtes. Personne ne demande si vous allez bien. Et si, par malheur, il vous arrivait quelque chose ce soir, combien de jours faudrait-il pour que quelqu'un s'en aperçoive? Cette pensée n'est pas seulement effrayante, elle est glaciale. Avoir zéro ami est l'un des derniers grands tabous de notre société. On peut avouer être fauché, on peut avouer être malade, on peut même avouer être dépressif. Mais avouer que l'on n'a personne, que l'on traverse cette vie sans témoin, c'est admettre une sorte d'échec fondamental. Comme si l'on portait une étiquette invisible disant « indésirable ». Pourtant, si vous écoutez cette vidéo, je sais que ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que vous êtes bizarre ou socialement inapte, même si c'est ce que vous vous répétez souvent à 3 heures du matin. La réalité est beaucoup plus complexe. Il existe une psychologie profonde, souvent douloureuse, mais parfois brillante, derrière l'absence d'amis. Il y a ceux qui ont été brûlés et qui ont décidé de ne plus jamais toucher le feu. Il y a ceux qui voient le monde avec une telle lucidité que les interactions superficielles leur sont devenues insupportables. Et il y a ceux qui sont en pleine métamorphose, dans une chrysalide que le monde extérieur confond avec un tombeau. Dans les 30 prochaines minutes, nous n'allons pas vous donner des conseils banals, comme « inscrivez-vous à un club de sport ». Nous allons descendre ensemble dans ce silence pour comprendre pourquoi vous êtes là, et surtout, comment transformer cette solitude subie en une puissance souveraine. Commençons par la raison la plus fréquente, celle qui laisse des cicatrices invisibles. Très peu de gens naissent solitaires. On le devient, et souvent, on le devient par nécessité de survie. Imaginez un enfant ou un adolescent qui offre sa confiance. Il l'offre totalement, naïvement. Et puis, cette confiance est trahie. Peut-être par un groupe scolaire qui l'humilie, peut-être par un meilleur ami qui révèle ses secrets, peut-être par une famille dysfonctionnelle où l'amour était conditionnel. À ce moment précis, le cerveau enregistre une leçon brutale. Les autres ne sont pas un refuge. Les autres sont une menace. Pour se protéger, vous avez commencé à construire des murs, brique par brique. Au début, c'était juste pour filtrer les mauvaises personnes. Mais avec le temps, vous êtes devenu un architecte de forteresse imprenable. Vous avez développé une hypervigilance. Vous analysez chaque mot, chaque regard, chaque silence de vos interlocuteurs, cherchant le signe inévitable qu'ils vont vous décevoir. Et devinez quoi? Quand on cherche la faille, on la trouve toujours. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de la prophétie autoréalisatrice. Vous anticipez le rejet, alors vous vous retirez avant même qu'il arrive. Vous refusez les invitations, vous ne partagez plus vos vrais sentiments. Vous devenez lisse, froid, distant. Les gens finissent par s'éloigner, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils n'arrivent pas à escalader le mur que vous avez bâti. Et quand ils partent, vous vous dites « Tu vois, j'avais raison ». Tout le monde finit par partir. Vous n'êtes pas seul parce que vous ne savez pas vous faire des amis. Vous êtes seul parce que votre inconscient a décidé que la solitude était le seul endroit où vous ne risquez pas de saigner. Votre solitude n'est pas un échec social, c'est un bouclier de guerre. Mais il y a une autre catégorie de solitaires, ceux dont le problème n'est pas la peur, mais le décalage. Il existe une corrélation, souvent étudiée par les psychologues, entre une haute intelligence ou une grande profondeur émotionnelle et la difficulté à maintenir des cercles sociaux larges. Pourquoi? Parce que l'amitié moderne repose souvent sur le small talk, sur l'échange léger, sur le consensus social, sur le fait de parler de la pluie, du beau temps et des séries du moment. Pour certaines personnes, ces conversations ressemblent à une torture physique. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de parler du sens de la vie, de la mort, de l'art, de la psychologie ou de l'univers pour vous sentir connecté, alors 90% des interactions sociales vous laisseront vide. Vous avez peut-être essayé, vous êtes allé à ces soirées, vous avez souri, vous avez hoché la tête. Mais à l'intérieur, vous vous sentiez comme un extraterrestre en costume d'humain. Vous regardiez les gens rire et vous vous demandiez « Comment font-ils ? Comment font-ils pour se contenter de si peu ?» Ce décalage crée une solitude existentielle. Vous n'avez pas d'amis parce que vous refusez de jouer le jeu. Vous refusez de porter le masque social nécessaire pour s'intégrer dans le groupe. Vous préférez être seul et authentique plutôt qu'entouré et faux. C'est une forme d'intégrité radicale. Mais le prix de cette intégrité est lourd. C'est le sentiment de ne jamais appartenir à aucune tribu.
C'est regarder l'humanité derrière une vitre, en la comprenant mieux que personne, mais sans jamais réussir à la toucher. Ce qui nous amène à l'un des traits psychologiques les plus fascinants et les plus dangereux des personnes sans amis, l'hyper-indépendance. C'est souvent une réponse à un traumatisme. C'est la décision, prise très tôt, que si je ne demanderai rien, je ne devrai rien et on ne pourra pas me dire non. L'hyper-indépendant est celui qui déménage seul, qui va à l'hôpital seul, qui gère ses crises d'angoisse seul. Il considère le fait de demander de l'aide non pas comme une interaction humaine normale, mais comme une faiblesse humiliante. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous pensez probablement que c'est une force. Vous vous dites « je suis fort, je me suffis à moi-même ». Mais la psychologie nous dit le contraire. L'hyper-indépendance est une réponse de stress post-traumatique. C'est le mode survie activé en permanence. Le problème, c'est que l'être humain est une espèce sociale, biologiquement câblée pour la co-régulation. Notre système nerveux se calme au contact d'un autre système nerveux bienveillant. En vous privant de cela, en portant tout le poids du monde sur vos seules épaules, vous maintenez votre corps dans un état d'inflammation chronique. Vous vous épuisez. Vous n'avez pas d'amis parce que vous ne laissez personne vous aider. Et l'amitié, fondamentalement, c'est cela, l'échange de vulnérabilité. Si vous êtes parfait, invincible et intouchable, personne ne peut se connecter à vous. On n'aime pas les statues de marbre, on aime les êtres humains avec leurs fissures. Il faut ici poser un avertissement. Il y a un moment où la solitude cesse d'être une protection pour devenir une addiction dangereuse. Au début, rester chez soi est un soulagement. C'est la paix, pas de bruit, pas de jugement, pas d'effort. C'est doux comme du velours. Mais plus vous restez seul, plus le monde extérieur devient menaçant. C'est le principe de l'atrophie sociale. Comme un muscle qu'on n'utilise plus, votre capacité à interagir s'affaiblit. Une simple invitation à boire un café devient une montagne de stress. Un coup de fil imprévu déclenche une tachycardie. Le cerveau commence à interpréter toute stimulation sociale comme une agression. C'est le pillage de la zone de confort qui rétrécit. Au début, votre zone de confort était votre ville. Puis c'est devenu votre appartement, puis votre chambre. Et bientôt, ce sera l'intérieur de votre tête. Si vous n'avez pas d'amis depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que vous commencez à devenir étrange, même à vos propres yeux. Vous parlez seul, vous avez des rituels rigides, vous devenez intolérant à la moindre contrariété. C'est le danger de n'avoir aucun miroir. Les amis servent de régulateurs de réalité. Ils nous disent quand on déconne, quand on s'habille mal, quand on a une idée stupide. Sans ce feedback, l'ego peut partir en vrille, soit dans un narcissisme délirant, soit dans une haine de soi absolue. Faisons une pause pour respirer et regardons la vérité en face. Pourquoi souffrez-vous de cette situation? Est-ce vraiment parce que vous manquez de compagnie? Ou est-ce parce que vous vous comparez à une image fantasmée de ce que votre vie devrait être? Regardez autour de vous, regardez vraiment. Ces groupes d'amis qui rient aux éclats au restaurant, combien parmi eux se sentent secrètement seuls même au milieu du groupe? Combien de ces amitiés sont maintenues uniquement par l'habitude, par l'alcool ou par la peur d'être seul? Combien de ces personnes se critiquent dès que l'une d'elles quitte la table? La majorité des amitiés adultes sont des amitiés de circonstances, de proximité ou d'intérêt. Ce sont des liens fragiles. Avoir 500 amis sur Facebook et personne pour nous tenir la main à l'hôpital n'est pas une réussite. C'est une illusion d'optique. Si vous n'avez pas d'amis aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que vous avez inconsciemment refusé le superficiel. Vous avez refusé le faux. Et il y a une noblesse là-dedans. Il vaut mieux marcher seul dans le désert que de boire de l'eau salée qui ne fait qu'augmenter la soif. Votre zéro n'est pas un vide, c'est un espace nettoyé. C'est une page blanche. Et une page blanche vaut mieux qu'une page raturée par des relations toxiques. Alors, comment transformer cette souffrance en pouvoir? En changeant le récit. Dans toutes les grandes traditions, les mythes et les légendes, le héros doit passer par une phase d'isolement. Le prophète va au désert, le chevalier erre dans la forêt, la chenille s'enferme dans le cocon. Cette phase n'est pas une punition, c'est une préparation. Considérez votre période actuelle non pas comme une solitude subie, mais votre phase ermite. C'est le moment où vous vous réparez. C'est le moment où vous découvrez qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Pas ce que vos amis aiment, pas ce que la société dit d'aimer. Vous. Quelle musique, quelle nourriture, quelles idées. Les personnes qui n'ont pas d'amis ont un avantage colossal. Elles ont du temps et elles ont une liberté totale. Vous n'avez aucun compromis à faire. Vous pouvez dédier vos soirées à apprendre une langue, à bâtir une entreprise, à sculpter votre corps, à méditer. La solitude est le laboratoire des grandes œuvres. C'est dans le silence que naissent les idées qui changent le monde. Si vous êtes seul en ce moment, c'est peut-être que la vie vous a mis à l'écart pour que vous puissiez grandir sans distraction. Ne gaspillez pas cette douleur. Utilisez-la comme carburant. Devenez quelqu'un de si intéressant, de si complet, de si passionné, que la question ne sera plus « Comment me faire des amis ?»
Mais qui mérite d'entrer dans mon monde? Toutefois, l'homme n'est pas fait pour rester sur la montagne éternellement. Il faut redescendre. Mais vous ne redescendrez pas pour mendier de l'attention. Vous redescendrez pour choisir. L'objectif n'est pas de trouver des amis pour combler le vide. L'objectif est de trouver votre famille d'âme. Ce sont ces rares personnes, peut-être une ou deux dans toute une vie, qui parlent votre langue, qui comprennent votre silence, qui n'ont pas besoin que vous portiez un masque. Comment les trouver? En arrêtant de chercher à être aimé par tout le monde et en commençant à émettre votre propre signal, fort et clair. Si vous aimez l'astrophysique, parlez-en. Si vous êtes mélancolique, soyez-le. Si vous êtes bizarre, soyez bizarre publiquement. En faisant cela, vous allez repousser 99% des gens. Et c'est tant mieux, c'est le filtre nécessaire. Mais le 1% restant, ceux qui vibrent à la même fréquence, ils vont vous voir comme un phare dans la nuit. Vous n'avez pas besoin d'un groupe. Vous avez juste besoin d'une seule connexion réelle. Une seule personne qui vous voit. Et parfois, cette personne arrive tard dans la vie. Ce n'est pas grave. Pour conclure, je veux que vous regardiez votre pièce vide avec un regard nouveau ce soir. Ce silence n'est pas une condamnation, c'est un espace sacré. Le fait que vous n'ayez pas d'amis aujourd'hui ne dit rien de votre valeur future. Cela dit seulement que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que le nouveau n'a pas encore commencé. C'est l'espace entre deux respirations. Ne forcez rien, ne vous dévalorisez pas. N'acceptez pas des miettes d'attention juste pour dire que vous avez mangé. Continuez à bâtir votre forteresse intérieure, mais commencez doucement à y installer une porte, juste une petite porte, et laissez-la entr'ouverte. Pas pour tout le monde, juste pour celui ou celle qui osera s'aventurer assez près pour voir la lumière qui brille à l'intérieur. D'ici là, soyez votre meilleur ami. Soyez le gardien de votre propre paix. Car si vous savez être heureux seul, vous serez invincible avec les autres. Le monde est vaste, et quelque part, quelqu'un cherche exactement l'ami que vous êtes. Attendez-les. Mais en attendant, vivez.